Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec l'association des Amis de la Commune pour commémorer le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Une révolution très courte puisqu'elle a duré 72 jours, mais une révolution très importante qui a marqué l'histoire de France et l'histoire du mouvement ouvrier international. On doit à la Commune de Paris l'école gratuite et obligatoire pour tous et laïque. On doit aussi à la Commune de Paris, elle instaure très rapidement la séparation de l'Église et de l'État. Elle réquisitionne les logements vacants pour les sans-abri. Elle réquisitionne les ateliers de production, reconnaît la citoyenneté pour les étrangers. La Commune de Paris organise des premières ébauches de droit du travail puisqu'il y a les premiers pas pour l'encadrement du travail de nuit, les premiers pas pour une échelle des salaires, un salaire minimum et un salaire maximum, et les premiers pas pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, les femmes prennent une place prépondérante dans la Commune de Paris, qui fait de cette révolution une étape majeure dans l'histoire du mouvement féministe. Mais la Commune de Paris va être écrasée, massacrée dans le sang par les troupes versaillaises et Adolphe Thiers. C'est la semaine sanglante. Entre 17 000 et 30 000 Parisiens sont abattus dans les rues de la ville. Un massacre gigantesque, l'un des plus importants de l'histoire de la ville de Paris. Malgré tout le travail des anticommunards et des adversaires de la Commune de Paris pour effacer jusqu'à son souvenir, il existe toujours un souvenir très vivace de la Commune de Paris et le mot refleurit régulièrement dans les mouvements sociaux. Avec les Amis de la Commune de Paris, aujourd'hui, nous allons déambuler dans les rues de Paris, sur les lieux mêmes de la Commune de Paris, pour nous rappeler le souvenir et l'œuvre majeure de la Commune de Paris. Vous êtes les bienvenus, suivez-nous. La place de la Bastille, c'est un lieu emblématique depuis 1789. Où on y est venu en 1830, en 1832, en 1848 et à nouveau en 1871. C'est presque un réflexe de venir à la Bastille pour ce que ça représente, quoi. Dès le 18 mars 71, alors que les troupes gouvernementales, les troupes de Thiers veulent récupérer les canons qui se trouvent place des Vosges, viennent pour occuper la place. Il y avait déjà eu des tentatives dans les semaines précédentes. Et donc à ce moment-là, on a déjà entendu parler de ce qui se passait à Montmartre. Et donc le quartier se barricade. On a de superbes photos d'une barricade à l'entrée là-bas de la rue de la Roquette. Elle est datée du 18 mars. On est sûr que c'est une barricade du 18 mars, quoi. Et donc le quartier se met en état de défense en quelque sorte. Nous nous trouvons devant le 17 rue Saint-Antoine, ici même où se tenait une barricade munie de canons défendant la Bastille. Elle résistera pendant 2 jours. C'est ici que la révolutionnaire Anne-Joseph Théroigne, dite de Méricourt, a vécu en 1789. Son engagement pour l'émancipation des femmes en pleine Révolution française fait ici écho à celui des femmes de la Commune qui se sont donné corps et âme pour défendre Paris et l'idéal socialiste. Elles n'ont pas de poste de responsabilité, elles prennent directement les places qui leur est due, c'est-à-dire qu'elles s'engagent dans la vie démocratique de la commune. Et donc elles ne sont pas élues, elles n'ont pas le droit de vote, mais à la rigueur, excusez-moi l'expression, elles s'en fichent. Eux, ce qu'elles veulent, c'est changer leur vie, et donc pour pouvoir changer leur vie, c'est participer directement à cette grande aventure. Ça a été un temps très important, puisque ça a donné par la suite un élan pour les autres femmes pour pouvoir revendiquer le droit de vote par exemple, et que les conquis qui n'ont pas forcément resté très longtemps ont quand même servi à encourager les femmes de notre génération à rentrer dans la lutte et revendiquer des droits. Nous sommes à l'entrée de la rue des Tournelles. Au bout de cette rue se trouve la rue du Pas de la Mule, où le 26 mai 1871, un régiment de ligne versaillais a perdu 135 hommes et un colonel. C'est l'une des victoires militaires de la commune, si on veut. Victoire temporaire, mais victoire quand même. Réunis devant la maison de Victor Hugo, ils louaient l'appartement au 2e étage de 1832 à 1848.
En 1876, Hugo mettra son talent d'écrivain en proposant une loi relative à l'amnistie. Il pensait que c'était injuste d'avoir fusillé ou massacré des populations qui voulaient la République sociale et la République universelle. Et c'est ce que les communards voulaient faire. Donc peut-être il a réagi un peu tard parce qu'il a mis 5 ans à répondre. Hugo et Louise Michel. Elle fait partie de la frange des communards la plus révolutionnaire. La presse bourgeoise la nomme la Louve rouge. Elle sait faire le coup de feu et participe activement à l'affaire des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre, entraînant avec elle les femmes de Paris. Toute jeune, Louise écrit à Victor Hugo « Monsieur, il faut que je vous écrive pour souffrir moins ». Et le poète lui répond « Leurs échanges épistolaires dureront près de 30 ans ». Nous sommes devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis qui, pendant la Commune, a été transformée en club révolutionnaire. Et à la fin de la Commune, pendant la semaine sanglante, un bataillon d'adolescents qui s'appelait les Enfants du Père Duchesne ont campé dans cette église avant de partir au combat, où ils ont été largement décimés. Mais avant de partir, ils ont écrit un graffiti le graffiti sur la deuxième colonne de droite sur lequel est marqué « La République française ou la mort ». Et aujourd'hui, sur le site de l'église, on dit « Il doit être content, il a eu les deux ». Le peuple a voté massivement pour la commune dans le 4e arrondissement, qui est un arrondissement très populaire et à l'époque tragiquement pauvre. Il n'a jamais eu une représentation aussi populaire. Ce que Paris, comme la plupart des grandes villes en France, était sous le Second Empire, souvent dans l'opposition. Dans le cas de Paris, c'était une opposition républicaine, mais une républicain plutôt plus modéré, qui était plutôt des intellectuels pour la plupart, donc des avocats, des médecins, des juges, etc., mais qui étaient républicains. C'est la commune qui a permis vraiment au peuple d'accéder au pouvoir. Il n'y avait pas de parti politique. Donc c'était vraiment des élections locales qui étaient désignés des gens qui étaient des militants connus, pas tous des militants internationaux, mais enfin qui étaient des militants connus, des ouvriers connus, appréciés, et aussi républicains au bout du compte. Ils étaient pour une république, mais une république sociale, une république qu'on qualifierait de plutôt révolutionnaire. Toute la question de la démocratie est posée par la commune en des termes pas de représentation, mais en des termes d'action directe, en quelque sorte. Dans le sens de représentation directe et d'un lien direct avec le peuple, avec ses organisations et avec le mouvement en général. C'est assez exceptionnel quand même. Il va falloir attendre le XXe siècle pour qu'il y ait des représentations du peuple aussi marquées, aussi symboliques. Nous sommes maintenant devant la caserne Lobau. Qui fut l'un des principaux lieux des exécutions sommaires pendant la semaine sanglante. Il y avait énormément d'abattoirs dans Paris. C'était quoi un abattoir? C'était un endroit où on venait fusiller ceux qui avaient été condamnés par une cour martiale ou une cour prévôtale, où, comme je l'ai dit, ils étaient jugés par groupe de 20, de 30 en un quart d'heure, et on les amenait se faire tuer ici. Bon, la semaine sanglante, c'est l'armée versaillaise qui rentre dans Paris. Cette armée française a perdu devant la Prusse. Elle a un grand désir de revanche, et cette revanche va se produire contre le peuple de Paris. Et elle va être aidée en cela par l'armée prussienne, puisqu'on va avoir une alliance de l'armée française et de l'armée prussienne contre le peuple de Paris, qui a osé se gouverner lui-même pendant 72 jours. Et là, ce sera véritablement un massacre effroyable, entre 20 et 30 000 morts, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à une espèce d'ethnocide de classe. On a tenté d'éradiquer une classe sociale. Nous nous trouvons maintenant devant l'hôtel de ville de Paris.
Lorsque l'insurrection éclate le 18 mars à Montmartre et que le comité central de la garde nationale décide de l'étendre à toute la capitale, l'objectif ultime, c'est bien la prise de l'hôtel de ville. Dans les grandes décisions de la commune, il y en a énormément. C'est toute une série de décisions qui vont dans le sens social, parce que la commune de Paris se revendique d'être une république sociale. Ce sont le droit au travail, par la réquisition des ateliers qui ne fonctionnaient plus. Et il ne s'agit pas seulement d'une réquisition, mais aussi de les donner sous forme d'associations coopératives aux associations ouvrières. C'est aussi le droit du travail que la commune invente, puisque on voit les premiers deux décrets sociaux, des minimums de salaire, les heures de travail qui sont limitées, les règlements du travail, et au-delà même, on voit avancer ce qu'on pourrait appeler, mais il faut éviter peut-être les anachronismes, des formes d'autogestion, puisque l'on voit dans certaines entreprises les ouvriers élire leur chef d'atelier, élire le directeur même, par exemple, des ateliers du Louvre, pas loin d'ici, où l'on fabriquait les munitions. Et puis à côté de cette œuvre sociale, il y a une œuvre humaniste qui est extrêmement importante aussi pour les communards. Par exemple, que l'on ait brûlé la guillotine devant la mairie du 11e arrondissement. C'est le fait que l'on ait voulu donner aux enfants naturels et légitimes les mêmes droits qu'aux enfants naturels. C'est aussi toute l'action de la commune dans le domaine de la culture qui est extrêmement important et qui prend aussi sens de cette œuvre humaniste qui est aussi au cœur de la commune. Et enfin, c'est toute une œuvre démocratique avec l'idée que ces communards qui sont élus au conseil communal de Paris sont les mandataires du peuple, sont révocables à tout moment par le peuple. Ainsi s'achève notre balade parisienne sur les traces de la Commune de Paris. Mais les célébrations pour les 150 ans de la Commune de Paris sont loin d'être terminées. Très bientôt, vous pourrez retrouver en kiosque un hors-série spécial de l'humanité consacré à la Commune de Paris, son histoire, les communardes et les communards. Et vous trouverez aussi sur notre site internet un partenariat avec l'écrivaine Michèle Audin qui tous les jours va raconter la Commune de Paris au jour le jour, chaque jour ce qui s'est passé il y a 150 ans. Et enfin, il y a un autre partenariat avec le dessinateur Dugudus qui tous les jours pendant 73 jours va faire le portrait dessiné, le portrait d'une communarde ou d'un communard et nous ferons sa biographie. A très vite et vive la commune!